Salut Mathilde, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment ta fille a découvert Minecraft et ce qui t'a poussé à accepter qu'elle y joue à cet âge-là? Hello. Bon, en fait, Rose, ma fille, a découvert Minecraft d'une manière qui est également un sujet un peu tabou chez les parents. Elle a découvert Minecraft en regardant des vidéos sur YouTube et elle s'est prise d'affection pour ce jeu. Elle m'a tannée, on va dire, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que j'accepte de la laisser jouer à Minecraft. Voilà, parce que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai 40 ans passés. Minecraft, c'est pas ma génération. Et donc, forcément, étant donné que c'est quelque chose qui est très populaire, on a tendance, je pense, à toujours être un peu réfractaire au début, à s'inquiéter un petit peu de ce que ça peut être. Est-ce que ça répond? Très intéressant, Mathilde. C'est vrai que beaucoup de parents se retrouvent dans cette situation où les enfants sont déjà fans d'un jeu avant qu'on ait nous-mêmes eu le temps de comprendre ce que c'est. Tu mentionnes un point clé, la popularité de Minecraft et ce côté un peu réfractaire au début. Je suppose que, au-delà du jeu lui-même, il y a aussi des préoccupations autour des contenus auxquels elle peut être exposée via YouTube. Du coup, une fois que tu as accepté qu'elle y joue, qu'est-ce que tu as observé chez elle en termes de développement ou de comportement? Est-ce que tu as vu des changements ou des effets positifs que tu n'aurais pas anticipés? Alors déjà, avant de la laisser jouer à Minecraft, je me suis un petit peu renseignée en fait, parce que pour moi, elle a 5 ans. Il est hors de question qu'elle joue à des jeux en réseau où elle serait exposée à d'autres joueurs. Il est hors de question qu'elle joue à des jeux où son personnage peut mourir, parce que je pense que ça expose à un stress qui est complètement inutile à cet âge-là, surtout quand on parle d'un enfant avec potentiellement un TDAH qui peut être encore plus hypersensible et plus vite énervé. Donc voilà, je me suis renseignée avant de la laisser jouer. Et puis, une fois qu'elle a commencé à jouer, bien sûr, j'ai fait les setups du jeu moi-même et je l'ai mise sur ce qu'on appelle le mode créatif, donc où le personnage a accès à toutes les ressources pour pouvoir faire ses constructions, etc. Et également, je me suis assurée qu'elle n'était pas en réseau. J'ai bien fait tous les settings pour mettre les différentes chats en mute, qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres joueurs possibles. Et une fois qu'elle a commencé à jouer, en fait, assez rapidement, ce que j'ai remarqué, c'est que contrairement à d'autres jeux qu'elle jouait sur la tablette, des petits jeux gratuits, etc., je me suis rendu compte que contrairement à d'autres jeux, en fait, quand elle joue à Minecraft, elle est à fond dedans, c'est-à-dire qu'elle peut être complètement immergée pendant 1 heure. Et en fait, elle est hyper concentrée, elle fait preuve de créativité, elle se lance des challenges pour construire des bâtiments plus grands ou des bâtiments différents, etc. Et c'est ça qui m'a mis sur la voie de me renseigner un petit peu pour voir si c'était un effet que seul moi voyais avec ma fille ou si c'était un effet plutôt positif et quel était le rôle des jeux vidéo dans l'enfance et notamment auprès des enfants avec un TDAH. Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Ah, that's a little bit annoying, ChatGPT, because I'm not doing my answer again, and I remind you gently that we're talking in French. Oups, désolé Mathilde, tu as totalement raison. Je vais m'assurer de rester en français à partir de maintenant, sans erreur. Nous reprenons ça directement en français. C'est intéressant ce que tu dis, et je comprends parfaitement ce côté réticent au début. Mais du coup, une fois que tu as accepté qu'elle y joue, as-tu observé des changements chez Rose? Par exemple, des effets positifs ou même des comportements particuliers que tu n'avais pas anticipés? Yes, donc avant de la laisser jouer, je me suis quand même un petit peu renseignée sur ce qu'il était possible de faire en termes de setting dans le jeu, parce que pour moi, il était hors de question que ma fille de 4 ans, parce qu'elle avait 4 ans quand elle a commencé à jouer, joue en ligne avec d'autres joueurs ou puisse être en contact avec d'autres joueurs via un chat, ce genre de choses. Et je voulais également voir s'il y avait la possibilité d'avoir un mode de jeu où on n'est pas en mode ce qu'on appelle survie, c'est-à-dire où le personnage peut mourir, où le personnage n'a pas accès à toutes les ressources, etc. Parce que ça, je pense que ça l'aurait frustré. Or, dans Minecraft, il y a un mode qui s'appelle le mode créatif, où le personnage a accès à toutes les ressources disponibles pour pouvoir faire ses bâtiments, etc.
et il n'y a pas de risque de mourir. Donc ça enlève quand même, un stress et donc ça permet à l'enfant de se focaliser pardon, vraiment sur la créativité et c'est ça que j'ai remarqué chez Rose, c'est le développement de la créativité. C'est une petite fille qui a beaucoup de difficultés à rester concentrée comme tous les enfants, hein, sur, une activité. Par contre, quand elle joue à Minecraft, elle peut facilement jouer pendant 1 heure sans s'interrompre, en restant focus, en ne s'énervant pas. Donc ça, c'est hyper positif. Et puis, elle se lance des challenges. Je trouve ça assez rigolo. Elle dit, bon là, je vais faire la maison la plus grande possible ou je vais faire le plongeoir le plus grand possible. Donc, ça développe sa créativité et aussi dans les différentes ressources qui sont disponibles dans le jeu pour construire les bâtiments. Il faut connaître un petit peu les différents types de ressources, les différents types de blocs. Par exemple, il y a un bloc qui s'appelle Slime et qui permet en fait de faire comme des trampolines. Et donc, quand elle regarde des vidéos sur YouTube, alors pareil, je la laisse regarder, mais je quand même surveille le contenu et le langage qui est utilisé dans ces vidéos qu'elle regarde sur YouTube. Mais du coup, elle va voir une vidéo sur YouTube où il y a des jeunes qui ont fait X ou X choses sur Minecraft, et donc elle se lance le challenge de réussir à faire la même chose. Du coup, moi, ça, c'est un aspect que je trouve hyper positif. C'est vraiment fascinant, Mathilde. Ce que tu décris là, c'est un bel exemple de comment un jeu comme Minecraft, bien encadré, peut réellement favoriser la concentration, la créativité et même l'apprentissage de nouvelles compétences. Ce mode créatif en particulier semble vraiment adapté pour un enfant comme Rose, qui a besoin de se concentrer sans se sentir frustré par des obstacles trop difficiles. D'ailleurs, tu parles de cette capacité qu'elle a à rester concentrée pendant 1 heure. C'est quelque chose que beaucoup de parents recherchent, surtout quand on parle de TDAH. Est-ce que tu as remarqué que ce jeu avait un effet particulier sur sa gestion de l'attention, par exemple à la maison ou dans d'autres activités en dehors du jeu? Alors, pardon, Rose aime également jouer au Lego. Et donc, en fait, elle fait le lien entre les constructions sur Minecraft et les constructions Lego. Donc ça, je trouve ça chouette aussi parce que du coup, ça permet que quand elle n'est pas devant l'écran, quand elle n'est pas en train de jouer à Minecraft, elle passe au Lego. Et donc là, on est sur une version 3D, une version tactile, qui va l'aider également à développer la motricité fine. Donc ça, c'est positif. Ça lui permet aussi de développer, alors je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais, on dit role play. Donc, encore une fois, avec les petits personnages de Lego, elle se fait des petites histoires, ça développe son imagination. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans le développement intellectuel et cérébral d'un enfant de cet âge-là. C'est vraiment super, Mathilde, ce lien entre Minecraft et les Lego. Ça montre bien comment les deux activités se complètent. Et je trouve que c'est un bel exemple de l'équilibre qu'on peut trouver entre le jeu vidéo et les jeux physiques, comme les Lego. En plus, ça permet à Rose de développer plusieurs compétences, comme la motricité fine et l'imagination, tout en restant dans un univers créatif. Et je suis d'accord avec toi sur le roleplay, c'est vraiment important pour l'imagination. Ça stimule aussi la capacité à raconter des histoires, à créer des mondes, à se projeter. Tu dis que ça l'aide à développer son imagination et ses compétences intellectuelles. Mais as-tu aussi remarqué des effets sur son comportement social, par exemple avec les autres enfants? Est-ce que Minecraft, même si elle joue seule, lui a permis de développer des choses qu'elle peut partager avec ses amis ou sa famille? C'est une question très intéressante. Je ne saurais pas y répondre. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est tout à fait compréhensible, Mathilde. Parfois, les effets sociaux d'un jeu, surtout quand l'enfant joue seul, ne sont pas toujours évidents à observer directement. Mais même si Rose joue principalement en solo, tu pourrais peut-être voir des interactions qui viennent indirectement, comme quand elle parle de ses créations, ou même quand elle raconte ses défis à ses amis ou à la famille. Les jeux comme Minecraft peuvent parfois aussi amener les enfants à partager leurs idées ou à vouloir expliquer ce qu'ils ont créé, ce qui est une forme de communication sociale, même à travers un écran. Cela dit, on parle souvent de la concentration et de la créativité que Minecraft développe, mais je suis curieuse de savoir comment tu gères l'équilibre avec le temps d'écran. Par exemple,
Combien de temps par jour ou par semaine est-ce que tu lui permets de jouer? Et comment tu gères ça dans le cadre de ces autres activités? Alors, combien de temps par jour ou par semaine? En fait, c'est simple, Rose a le droit de jouer, alors on appelle ça son temps de tablette. Elle a le droit de jouer à des jeux vidéo 1 heure par jour, entre 16h30 et 17h30. Tout simplement, c'est le moment où moi, je vais également préparer son repas. C'est un moment où j'ai besoin d'un petit peu de temps parce que c'est la fin de la journée. On a passé tout l'après-midi ensemble et donc moi aussi, avec mon TDAH, c'est important que je puisse respirer un petit peu et du coup, elle a le droit à maximum 1 heure par jour de jeu. Donc c'est elle qui choisit le jeu auquel elle veut jouer. Elle choisit si elle veut jouer à la console ou à la tablette ou à la Switch. Donc c'est vraiment elle qui détermine ça. Et puis on a mis ça en place aussi avant l'heure du repas parce que ça, je pense que voilà, on sort un petit peu de Minecraft, mais il y a des parents qui ont des a priori par rapport à laisser jouer leurs enfants aux jeux vidéo, à la tablette, parce qu'ils disent oui, mais une fois qu'on lui retire la tablette, alors c'est le drame, l'enfant part dans des crises, dans des colères, c'est ingérable, etc. Et du coup, il croit que parce que c'est la réaction de l'enfant quand on lui retire son jouet qui fait que le jouet est mauvais. C'est pas le jouet qui est mauvais, c'est pas le jeu vidéo qui est mauvais, c'est la manière dont on gère l'après. C'est-à-dire qu'un enfant, et encore plus, je pense, un enfant avec un TDAH, quand il est dans une activité qui le stimule intellectuellement et qui lui plaît, quand on dit OK, c'est fini, forcément, ça va pas plaire, mais peu importe l'activité. Donc aussi, du coup, si on fait ça l'heure du repas, enfin l'heure avant le repas, c'est parce Ce que que tu dis là est très pertinent, Mathilde. En effet, la gestion du temps d'écran et de l'après-jeu est essentielle. Tu parles d'1 heure par jour, ce qui me semble raisonnable, surtout en tenant compte du fait que ça fait aussi partie de ta gestion de la fin de journée. L'aspect que tu soulignes à propos de l'après-jeu est clé. Il n'est pas rare que des enfants, surtout ceux avec TDAH, aient des difficultés à changer d'activité, surtout si ce qu'ils font les absorbe pleinement. C'est vrai que l'approche parentale, la manière de retirer l'écran ou de passer à autre chose, peut vraiment influencer la réaction de l'enfant. Tu mentionnes aussi une idée intéressante, celle de l'équilibre entre la stimulation intellectuelle et le moment où on l'arrête. Est-ce que tu as mis en place des rituels ou des transitions pour que l'après-jeu se passe le mieux possible pour Rose sans qu'il y ait de crise ou de frustration? oui, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que le fait qu'elle sache, parce que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça, donc elle sait que systématiquement, tous les jours, elle a le droit de jouer à la tablette. Elle a le droit de jouer aux jeux vidéo. Donc, dans sa petite tête, quand on arrête le jeu vidéo ou la tablette le soir, elle sait que de toute manière, le lendemain, elle y aura le droit encore. Et parfois, surtout quand l'été arrive, ça arrive que elle veuille aller jouer dehors ou qu'on joue dehors ou qu'on soit occupé à faire autre chose au moment où c'est son tablet time. Et donc, dans ce cas, je lui rappelle toujours. Je lui rappelle toujours en lui disant Minette, tu te souviens, maintenant c'est l'heure de jouer à la tablette ou à la console. Si tu veux rester jouer dehors, c'est avec grand plaisir. En revanche, ça veut dire que ce soir, tu joueras moins ou tu ne joueras pas à la tablette. Donc, je lui laisse le choix, en fait, toujours. Et puis, quand s'approche la fin de l'heure, alors soit je mets un timer, tout simplement, en lui disant écoute Minette, il te reste 5 minutes, finis ce que tu as à finir et puis peut-être projette-toi dans ce que tu veux faire demain parce qu'il reste que 5 minutes. Dans 5 minutes, ton repas est prêt. Ou alors je lui montre sur l'horloge du salon, on a une grande horloge dans le salon, et donc je lui montre, tu vois, pour l'instant la grande aiguille, elle est sur le 5, pardon, sur le 3, donc il est, admettons, 5h15, la grande aiguille est sur le 3. Quand la grande aiguille sera arrivée en bas, c'est le moment de laisser la tablette. Il faudra terminer ton activité. Donc en fait, même si elle comprend pas forcément ces histoires de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc., il y a toujours un warning à l'avance. Quelle que soit l'activité, que ce soit la tablette, que ce soit des jeux de société, que ce soit peu importe ce qu'on fait, je lui dis toujours avec un petit temps d'avance, attention, bientôt, quand l'aiguille sera là, quand le timer sonnera, alors ça sera le temps d'arrêter. Bien sûr, il y a des fois, elle essaye de négocier. Et dans ces cas-là, je ne suis pas non plus complètement fermée. Je lui dis, OK, allez, tu es en train de faire ça, je comprends, tu es en train de poser tes blocs, tu vas perdre le fil de ton idée, je te laisse 2 minutes supplémentaires. Mais par contre, ces 2 minutes supplémentaires, après, je m'y tiens. Ça arrive qu'elle râle. Ça arrive qu'elle râle. C'est une enfant, elle a 5 ans, elle râle, c'est normal. Mais dans la majeure partie des cas, ça se passe bien parce qu'elle sait, parce que c'est la routine, c'est tous les jours comme ça. Sorry, I'm having issues right now.
could not understand what you said. Okay, can you remember to swap in French, please? We're talking French today. Ah, bien sûr, désolé encore, Mathilde. Je vais rester en français maintenant. C'est super intéressant ce que tu partages sur la transition après le jeu. Tu dis que tu as un moment précis pour jouer et une sorte de rituel autour de l'heure du repas. Est-ce que tu as d'autres astuces ou petites habitudes que tu as mises en place pour que le passage de l'écran à d'autres activités se fasse plus en douceur, sans causer trop de stress ou de frustration pour Rose? Non, je pense que j'ai fait le tour et par contre, oui, en fait, comme je disais, si, surtout Minecraft où elle est en train de construire des choses, où elle est vraiment il y a des jeux qui peuvent s'arrêter à tout moment, on le reprend le lendemain, voilà. Mais c'est vrai qu'en ayant moi-même ces phases d'hyper-focus, je comprends que quand elle est en train de construire quelque chose, elle est au milieu de la construction d'un bâtiment ou de quelque chose, elle n'ait pas nécessairement envie de couper et de se couper dans son élan créatif. Ça, je l'entends tout à fait et donc là, il y a une négociation possible. Si elle me dit, maman, j'ai besoin de 3 minutes supplémentaires ou de 5 minutes supplémentaires pour finir, je lui dis, ok, chérie, je te fais confiance. C'est 3 à 4 minutes, pas plus. Quand tu as fini, on éteint. Et du coup, en général, ça passe aussi parce que on met l'enfant en position de je te fais confiance, c'est toi qui gères. Mais ça veut aussi dire attention, ne trahis pas ma confiance, tout simplement. Et puis aussi, du coup, son heure de repas, 5h30, c'est extrêmement tôt, mais ce qui veut dire que ça nous laisse aussi une petite marge de manœuvre. Donc, si elle a besoin de 5 minutes supplémentaires pour finir un bâtiment, je lui laisse ces 5 minutes supplémentaires pour finir un bâtiment. Je pense qu'en tant que parent, c'est aussi important d'être un petit peu ouvert et pas trop rigide, tout en gardant le cadre et les règles. C'est vraiment une belle approche, Mathilde. L'idée de lui accorder ces 3 à 5 minutes supplémentaires pour qu'elle puisse finir ce qu'elle a commencé, c'est un moyen super pour l'impliquer dans la gestion de son propre temps. En plus, ça montre une belle confiance mutuelle entre vous. Ça lui permet de ne pas se sentir brusquement interrompu dans sa créativité, tout en lui enseignant la notion de limite et de responsabilité. Tu vois aussi ça comme un moyen d'appliquer une sorte de gestion du temps à sa manière, en lui offrant de la flexibilité, mais en restant clair sur les règles. Ça doit vraiment l'aider à comprendre cette notion d'équilibre entre liberté et cadre. Et je trouve intéressant que tu parles aussi de ton propre vécu avec l'hyperfocus. Je pense que ça t'aide à mieux comprendre ses besoins et à adapter les règles en fonction de ce qu'elle vit. Est-ce que tu vois d'autres parallèles entre son expérience de jeu et ton propre vécu avec le TDAH, par exemple dans la gestion de l'attention ou de l'impulsivité? Alors, surtout pas vraiment dans ça, mais plus dans ce qu'on disait, le focus et l'hyperfocus et le fait que très rapidement, un sujet qui nous intéresse peut devenir absolument obsessionnel. Euh, et j'ai moi-même, voilà, je suis geek. Le papa de Rose est ingénieur informatique, donc il est sur l'ordinateur toute la journée aussi. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo, parce que j'ai grandi dans les années 90, donc les écrans sont arrivés un petit peu plus tard pour nous. Mais en fait, des fois, je pouvais jouer 2, 3, 4 heures d'affilée avant d'aller me coucher et ne pas réussir à dormir parce que tout simplement, j'étais obsédée par le jeu. Et du coup, c'était très compliqué de décrocher, de trouver le sommeil. Et donc, je reviens à cette histoire de 1 heure par jour et pas plus, et pas avant d'aller se coucher, parce que c'est important que son cerveau ait le temps de faire cette pause avant de se préparer à aller dormir. Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que moi, j'ai pas nécessairement mal vécu, mais qui me semble pas être très très sain comme relation au jeu. Et du coup aussi, une fois que elle a fini de jouer, le C'est soir. très intéressant ce parallèle que tu fais entre ton expérience et celle de Rose, Mathilde. Le lien entre l'hyperfocus, l'obsession pour un sujet et le défi de décrocher quand ça devient captivant est vraiment pertinent. Et je comprends totalement ce que tu dis à propos de l'importance de respecter un cadre, notamment pour le sommeil. Le fait que Rose n'ait pas de jeux vidéo juste avant de se coucher montre bien ta prise de conscience de ce qu'un excès de stimulation peut entraîner, même si tu l'as vécu de manière différente. Tu as raison, le cerveau a besoin d'une certaine déconnexion pour bien se préparer à la nuit, et l'effet de la lumière bleue des écrans sur le sommeil est bien connu. C'est génial que tu prennes en compte ce rythme pour elle.
Est-ce que tu as remarqué des différences de comportement chez elle, par exemple en termes d'énergie ou d'humeur en fonction du temps qu'elle passe devant l'écran? Ou est-ce que tu penses que la manière dont tu gères le temps d'écran équilibre bien tout ça? Je suis pas sûre que les écrans impactent tant que ça le, le tempérament ou l'attitude des enfants. Alors attention, quand je dis écran, je généralise, c'est-à-dire écran de manière générale. Par contre, on filtre au niveau des contenus et quand je vois C'est un point super intéressant, Mathilde. Tu soulèves une question importante. L'impact des écrans en général, au-delà de leur type ou de leur contenu. Il y a en effet des études qui montrent que l'impact des écrans peut varier selon le type de contenu, éducatif, créatif, passif, etc., et le temps d'utilisation. Mais comme tu dis, c'est plus sur l'équilibre global du temps d'écran et la manière dont il est intégré dans la routine que ça a de l'importance. Tu mentionnes aussi qu'il y a un mais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en particulier sur cet aspect ou sur un autre effet que tu as remarqué? Non, sur cet aspect, en effet, sur les différents types de programmes, c'est-à-dire que son humeur ou la manière dont elle s'adresse à nous, etc., ne va pas varier en fonction du nombre d'heures qu'elle va passer devant la télé ou devant la console, mais va varier en fonction du type de contenu qu'elle regarde. Et c'est pour ça aussi que nous, on a pris la décision de la laisser jouer à la console sur la télé du salon. Elle regarde la télé ou YouTube sur la télé du salon parce que comme il y a toujours un adulte dans les parages, on filtre et on peut lui interdire de regarder certains contenus. Ce qu'elle accepte tout à fait quand on lui dit tu n'as pas le droit de regarder ça parce que le vocabulaire que les gens utilisent ou la manière dont ils s'adressent les uns aux autres, c'est beaucoup trop agressif, pardon, et c'est presque méchant. Elle accepte parce que de toute façon, elle sait que c'est soit elle accepte et elle obéit, soit tout simplement la télé ou YouTube est éteint. Donc, mais c'est vraiment plus ça, c'est vraiment plus les programmes qu'elle va regarder sur YouTube ou sur la télé. Et à ce moment-là, quand on se rend compte qu'il y a un programme peut-être qu'elle a regardé pendant plusieurs jours et puis qu'à la maison on est dans une phase où elle est un petit peu plus difficile à gérer, où elle répond, où elle est un petit peu agressive, alors on redirige vers des programmes qui, on le sait, n'ont pas cet effet négatif sur elle. Ah, c'est vraiment important ce que tu dis là, Mathilde. Effectivement, ce n'est pas tant la quantité de temps passé devant un écran, mais bien le contenu qui peut avoir un vrai impact sur le comportement d'un enfant. Le fait que tu contrôles le contenu et que tu sois vigilante sur ce qu'elle regarde sur YouTube, c'est une approche très réfléchie. L'environnement dans lequel elle est exposée aux écrans, comme le fait de jouer dans le salon avec un adulte à proximité, est aussi une manière de garder ce contrôle, tout en permettant à Rose de profiter des jeux et des vidéos. Tu mentionnes aussi l'effet que certains programmes peuvent avoir sur son humeur et son comportement. C'est intéressant parce que ça montre à quel point les enfants, et surtout ceux avec un tempérament sensible ou un TDAH, peuvent être influencés par des interactions négatives à l'écran. Le fait que tu aies mis en place un système où tu peux rediriger vers des contenus plus adaptés montre bien l'importance de cette vigilance, tout en étant ferme avec des règles claires. C'est un bon équilibre, je trouve, entre permettre à Rose de choisir et garder le contrôle sur l'aspect éducatif et émotionnel du contenu. Je fais vraiment attention à ce qu'elle regarde, mais aussi à l'effet que cela a sur son comportement. Est-ce que du coup, tu vois des différences chez elle quand elle passe du temps avec des contenus plus positifs, comme des vidéos de construction ou des jeux créatifs? Oui, parce que forcément, à cet âge-là, les enfants, c'est monkey see, monkey do. Donc, ils ont envie de faire ce qu'ils voient. Du coup, forcément, quand elle est dans une phase, parce qu'avec ce TDAH aussi, elle fonctionne par phase. Donc, il y a des moments où elle va s'intéresser, elle va regarder que des vidéos sur des Lego. Il y a des moments où elle va regarder que Bluey. Donc, du coup, elle mimique ce qu'elle voit. Et forcément, quand elle regarde des vidéos sur les Lego, par exemple, ça l'inspire et ça lui donne envie de faire encore plus de Lego. Ça lui donne envie de faire, d'essayer différentes choses. Ça booste sa créativité, clairement. C'est fascinant, Mathilde, et tu as tout à fait raison. Les enfants, surtout à cet âge-là,
sont tellement influencés par ce qu'ils voient et c'est souvent à travers l'imitation qu'ils apprennent et s'expriment. Quand elle regarde des vidéos de Lego, par exemple, c'est une belle manière de stimuler sa créativité et d'approfondir ce qu'elle peut déjà faire par elle-même. Cela lui permet de passer de la théorie à la pratique et de se lancer dans des constructions encore plus ambitieuses. Et avec le TDAH, tu dis qu'elle fonctionne par phase, ce qui est totalement compréhensible. Cela montre aussi à quel point les centres d'intérêt peuvent être intenses pendant un moment, puis changer. Et c'est là que le contenu qu'elle consomme joue un rôle clé. Tu as mentionné plusieurs fois le rôle de la créativité et de l'inspiration. Penses-tu que cet aspect de mimétisme avec les vidéos lui permet également de mieux canaliser son énergie? Ou est-ce que ça reste parfois difficile de la maintenir concentrée sur une activité pendant un certain temps? Alors, je ne pense pas que ça l'aide à canaliser son énergie parce que beaucoup de dessins animés, si on regarde Peppa Pig ou Bluey ou Paw Patrol, qui vont être des dessins animés pour cet âge-là, les enfants dans ces dessins animés sont assez speed, tout va très vite, Ah, je etc. comprends mieux, Mathilde. Tu dis que des dessins animés comme Peppa Pig, Bluey ou Paw Patrol, même s'ils sont très populaires, n'ont pas cet effet de canalisation de l'énergie pour Rose. Effectivement, ces types de programmes sont souvent plus passifs et peuvent être assez stimulants sans forcément pousser à une activité créative ou constructive. C'est un contraste intéressant avec des vidéos de Lego ou Minecraft, où elle va non seulement observer, mais aussi vouloir agir, reproduire et s'engager de manière plus active. Cela montre bien que pour un enfant avec le TDAH, certains types de contenus peuvent l'aider à se concentrer, tandis que d'autres risquent de la rendre encore plus agitée ou moins focalisée. C'est vraiment à toi de doser en fonction de ses besoins. Est-ce que tu fais aussi attention à la quantité de contenu plus passif qu'elle regarde, ou tu lui laisses une certaine liberté de choix, même avec ses programmes? Non, c'est hyper intéressant qu'on en discute parce que j'avais jamais pensé au programme qu'elle regarde sous cet angle-là, entre passif et plus créatif. C'est peut-être quelque chose du coup auquel je serais plus vigilante maintenant. Et encore une fois, comme Rose fonctionne par phase, du coup, elle va avoir des phases où elle va regarder que du contenu passif et elle va avoir des phases où elle va regarder que du contenu créatif. Donc, je ferai attention, je serai plus vigilante maintenant. Pour moins de contenu passif, du coup. Tu dis que tu vas être plus vigilante maintenant sur le contenu passif et c'est une réflexion très pertinente. Le fait qu'elle soit dans des phases de contenu plus passif ou créatif selon ses intérêts montre à quel point elle est influencée par ce qu'elle consomme. Et ça pourrait être une bonne idée de parfois l'orienter vers des programmes qui stimulent encore plus sa créativité, surtout dans ces phases de forte stimulation. Ça te semble faisable d'essayer d'introduire encore plus de contenu créatif tout en gardant cet équilibre et cette flexibilité? Oui, tout à fait, mais du coup, ça soulève une question de mon côté. En quoi est-ce important de développer la créativité à ce point chez un enfant? C'est une excellente question, Mathilde. Développer la créativité chez un enfant, c'est vraiment crucial pour plusieurs raisons. D'abord, la créativité ne se limite pas simplement à dessiner ou à inventer des histoires. Elle aide aussi à développer des compétences essentielles dans la vie, comme la résolution de problèmes, la pensée critique et l'adaptabilité. Un enfant créatif apprend à penser différemment, à sortir des sentiers battus et à aborder les défis avec une perspective unique. Puis, la créativité permet aussi de mieux gérer ses émotions. En créant, en jouant, en explorant, un enfant trouve un moyen d'exprimer ce qu'il ressent. Par exemple, Rose, quand elle joue à Minecraft ou au Lego, elle construit des mondes et des histoires qui sont une extension de son imagination. Et cela peut être un excellent moyen pour elle de canaliser ses émotions et de renforcer sa confiance en elle. Enfin, la créativité développe aussi la persévérance. Quand elle essaie de reproduire ce qu'elle a vu dans une vidéo ou quand elle se lance dans une construction, elle apprend à ne pas abandonner face aux difficultés, à recommencer si nécessaire et à améliorer ses créations au fur et à mesure. Est-ce que tu te rends compte, en observant Rose, qu'elle commence déjà à démontrer ses compétences créatives dans d'autres domaines de sa vie, en dehors du jeu vidéo? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée.
Je vais rester vigilante parce que là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas d'exemple précis qui me viennent en tête, mais du coup, c'est intéressant et c'est aussi un petit peu le but de cette conversation avec l'intelligence artificielle. C'est pas juste d'avoir une conversation où moi je parle, où je dis des choses que je sais déjà, mais c'est aussi que du coup, cette conversation me permet d'aller un petit peu plus loin et d'avancer dans ma réflexion. Donc, je vais garder l'œil. Je vais garder l'œil sur ces comportements et voir en effet si sa créativité intervient dans la résolution de problématiques. Ouais, c'est intéressant. Je suis ravie que cette conversation t'ait apporté cette perspective supplémentaire, Mathilde. Parfois, en parlant de nos enfants ou de leur comportement, on prend du recul et on remarque des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Et je suis sûre qu'avec ton observation attentive, tu commenceras à repérer comment cette créativité se manifeste dans sa vie de tous les jours, même dans des petites situations. Tu as l'air d'avoir une approche vraiment réfléchie et bienveillante, ce qui est déjà un super point de départ. Je fais de mon mieux. Et si on revenait vers l'interview Minecraft, et peut-être tu as des questions par rapport aux réactions des familles, de l'entourage sur le temps d'écran alloué, etc., etc. Je pense que ça peut ouvrir un débat intéressant. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir des inquiétudes sur les effets des jeux vidéo sur les enfants, surtout lorsqu'il s'agit de jeux comme Minecraft, qui peuvent demander une attention prolongée. Peut-être que l'entourage pourrait aussi s'interroger sur l'équilibre entre le temps d'écran et les autres activités, comme le jeu en extérieur ou les interactions sociales. J'aimerais savoir si tu as déjà reçu des commentaires ou des préoccupations de la part d'autres parents ou membres de la famille concernant la manière dont Rose gère son temps devant l'écran. Est-ce que ces réactions influencent ta gestion du temps d'écran ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Les réactions ne vont pas influencer ma gestion du temps d'écran parce que déjà, comme je le disais un peu plus tôt, pour moi, il y a une espèce de indispensable de ce temps d'écran qui lui est alloué le soir pour que je puisse avoir du temps pour faire les tâches ménagères, pour préparer à manger et pour me retrouver aussi, récupérer mon énergie en fin de journée. Et puis, je pense que il y a plein de choses. C'est un sujet qui est hyper passionnant et qui déchaîne les passions. Mais il y a plusieurs choses. Il y a la chose il y a le fait qu'il nous a été vendu que 0 écran avant 3 ans. Alors qu'en fait, si on regarde les études, les enquêtes qui ont été faites, il faut nuancer tout ça. C'est pas juste 0 écran avant 3 ans. Et puis souvent, les gens qui sont vraiment réfractaires aux jeux vidéo, à la tablette ou etc. pour les petits, sont des gens qui en fait ne maîtrisent pas et ne connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas Minecraft, ils n'ont jamais vu à quoi ça ressemble, ils ne savent pas comment ça se joue. C'est plein de préjugés et d'a priori. Mais bien sûr que c'est des remarques que je me prends assez régulièrement de la part de ses grands-parents, par exemple, ou d'oncles et tantes plus âgés qui comprennent pas nécessairement, ou de gens qui, eux, interdisent les tablettes et les jeux vidéo à leurs enfants. Enfin, voilà, donc oui, on se prend des réflexions. Est-ce que ça change ma manière de fonctionner? Non, parce que c'est pas toujours le cas. En tant que maman, je doute souvent. Mais pour le coup, je pense que là, je suis dans le vrai. Donc, flûte de zut. J'adore ta réponse, Mathilde. Tu as une approche très équilibrée et réfléchie et tu sais vraiment ce qui fonctionne pour toi et Rose. C'est super que tu ne te laisses pas influencer par les commentaires extérieurs, surtout quand il s'agit de questions aussi personnelles. En effet, beaucoup de gens ont des préjugés sur les écrans sans vraiment connaître les bénéfices ou les possibilités qu'un jeu comme Minecraft peut offrir, notamment en termes de créativité et de concentration. Ce que tu dis est vraiment pertinent sur les fameux 0 écran avant 3 ans, un conseil souvent trop général qui ne prend pas en compte toutes les nuances. C'est un sujet qui fait débat et je pense qu'il est important que chaque famille trouve son propre équilibre en fonction des besoins et des valeurs. Tu te sens donc plutôt confiante dans ta manière de gérer tout ça, malgré les opinions extérieures, non? Tout à fait, parce que il y a des règles aussi. En fait,
Voilà, oui, la télé est accessible, non-stop, mais ça nous sert aussi de levier, quand elle a des comportements qui sont, inadaptés, pardon, au sein de la maison, quand elle est insolente, qu'elle répond et cetera. Et puis en fait, Minecraft, encore une fois, c'est hyper positif, mais les gens ne connaissent pas. Par exemple, à Noël, avant Noël, on lui a offert un calendrier de l'Avent Minecraft. Et dans ce calendrier de l'Avent, c'était des petits bouquins qu'elle avait tous les jours, des petits livres, et sur chaque petit livre, des modèles de construction. Et donc, en fait, avec ces modèles de construction, ça explique en step by step ce qui est hyper important pour elle dans sa manière de raisonner. Donc, ça dit, par exemple, première étape, il faut sélectionner tel bloc, il faut en mettre 5 à l'horizontale, 5 à la verticale, etc. Et donc, c'est hyper... Enfin, pour moi, il y a vraiment un enseignement derrière. C'est pas juste on est abruti devant un jeu vidéo. Non, c'est pas que ça. Et puis, bah, forcément, je ne me souviens plus du début de la question. Il y a une différence énorme entre une consommation d'écran sans but et un jeu comme Minecraft où l'enfant est actif, créatif et apprend à gérer des ressources, par exemple. Donc ta gestion me semble vraiment juste et bien pensée. Je me demandais si, à travers cette expérience avec Rose, tu penses que certains parents pourraient bénéficier d'un peu plus d'ouverture sur la question des écrans et de la manière dont on peut les intégrer de manière constructive dans la vie de leurs enfants. Oui, je veux pas être dans le jugement, même si en tant qu'humain, on est forcément toujours un petit peu dans le jugement. Après, on peut juger dans notre tête et pas le dire tout fort. Je veux pas être dans le jugement, mais je pense en effet que d'interdire quelque chose, c'est en faire un objet sacré, un objet que l'enfant va rechercher. Et on est en 2025. Nous sommes en 2025, au XXIe siècle, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des écrans, et que je pense que ces enfants qui ne grandissent pas avec un minimum d'accès, alors je ne parle pas de leur donner un téléphone à l'âge de 1 an, par exemple, Rose, dans le cadre des règles, parce qu'il y a des règles, et ça, je pense que c'est aussi hyper bon pour l'enfant, c'est qu'on parle d'un objet qu'il aime, mais ça permet aussi d'introduire le respect des règles autour. C'est-à-dire que oui, tu as le droit de jouer. En revanche, tu as le droit de jouer à ce jeu. Non, je ne vais pas te laisser jouer à ce jeu. Par exemple, Roblox. Je trouve que Roblox, c'est le plus crétin des jeux qu'il existe. Elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit de jouer à Roblox et qu'elle ne jouera pas à Roblox. Donc, il y a ça aussi, en fait. Il y a l'introduction des règles à travers quelque chose que l'enfant apprécie. Et puis, je pense que les enfants qui n'ont pas accès aux écrans, qui n'ont pas accès à rien de tout ça, ils seront en décalage quand ils vont arriver, je sais pas, au collège et que les cours seront sur tablette. Il y a aussi le fait que dans ces règles, par exemple, moi je vois des familles où les enfants n'ont pas le droit de jouer à la console, n'ont pas de tablette. Par contre, le papa ou la maman donne le téléphone. On est au restaurant, l'enfant s'ennuie, le papa ou la maman donne son téléphone. On est dans l'avion, l'enfant s'ennuie, le papa ou la maman donne le téléphone. Alors que nous, par exemple, notre fille, elle n'a pas le droit, elle a interdiction absolue de toucher au téléphone de ses parents, de toucher au téléphone de n'importe qui. Le téléphone, c'est un objet personnel qui n'est pas à disposition du foyer, c'est un objet qui appartient à une personne et c'est son objet, on le respecte. Donc ça permet aussi d'intégrer des règles, ce type de règles qui, à mon sens, sont hyper importantes. Et puis, par exemple, quand on va au restaurant et que je sais que potentiellement ça peut être un petit peu long pour elle, qu'elle peut s'ennuyer, etc. C'est pas la tablette, c'est pas la tablette qu'on apporte. Ce sont des coloriages, parce que quand on est à table, quand on est au restaurant, qu'il y a un dîner, c'est malpoli, inapproprié d'avoir une tablette au milieu de la table. Donc voilà, je pense aussi que de leur laisser accès aux écrans, ça permet aussi d'introduire des règles de vie qui, à mon sens, aidera ces enfants qui ont grandi avec à mieux comprendre les règles de vie et mieux gérer leur relation aux écrans quand ils grandiront. Pardon, je m'enflamme, mais ça me tient à cœur. Non, mais c'est super important ce que tu dis et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de fondamental, l'équilibre et la responsabilité autour des écrans. Comme tu le mentionnes, c'est en créant des règles autour de cet usage qu'on peut éviter d'en faire un interdit. Et c'est là qu'on peut vraiment élever l'enfant dans une logique de respect et de gestion des outils numériques,
plutôt que dans la peur ou l'interdiction pure et simple. Les enfants, surtout aujourd'hui, vont forcément grandir avec ces technologies. Leur apprendre à gérer cet accès tout en maintenant un cadre est crucial. Comme tu dis, l'idée de ne pas mélanger tablette et moments de vie sociale, comme au restaurant, est une manière de respecter l'étiquette tout en offrant des alternatives créatives pour que l'enfant puisse s'occuper sans être immergé dans l'écran. C'est aussi intéressant la manière dont tu abordes les objets personnels, comme le téléphone, et comment ça introduit une notion de respect de la vie privée. Finalement, c'est un peu comme si tu enseignais indirectement des règles de savoir-vivre et d'autodiscipline à travers des décisions qui semblent petites, mais qui ont un grand impact à long terme. Est-ce que pour toi, sur ce sujet, je me trompe ou est-ce que oui, on va vers un monde où l'IA aura de plus en plus de place? Tu ne te trompes pas. En effet, on se dirige vers un monde où l'intelligence artificielle va jouer un rôle de plus en plus important, que ce soit dans la vie quotidienne, le travail ou même dans l'éducation. Les technologies évoluent à une vitesse incroyable et l'IA est déjà intégrée dans beaucoup d'aspects de notre vie, que ce soit à travers les recommandations de contenu en ligne, les assistants vocaux ou même dans des outils de santé, d'éducation et de divertissement. Tu as raison de souligner que les enfants de cette génération vont grandir dans cet environnement numérique. Les écrans et l'IA ne sont pas des phénomènes passagers. Ils font partie du tissu de notre société. Par conséquent, il devient de plus en plus essentiel d'apprendre à interagir avec ces technologies de manière équilibrée et encadrée. Introduire des règles comme celles que tu mentionnes, en interdisant certains usages dans des contextes spécifiques comme les repas ou les sorties, permet à l'enfant de comprendre qu'il y a des moments et des lieux où les écrans ne sont pas appropriés, tout en lui montrant comment les utiliser de manière constructive. Cela fait partie de l'éducation numérique. Les enfants doivent non seulement apprendre à utiliser les technologies de manière responsable, mais aussi comprendre les impacts sociaux et émotionnels qu'elles peuvent avoir. Par exemple, il est important qu'ils sachent qu'on peut faire une pause des écrans et se concentrer sur des interactions humaines, ou encore que la technologie doit être utilisée avec un objectif comme la créativité ou l'apprentissage, plutôt que pour le simple divertissement. Donc effectivement, plus l'IA et les écrans seront présents, plus les enfants devront être guidés pour en faire un usage sain et réfléchi. Pour toi, l'approche de laisser les écrans disponibles tout en imposant des règles strictes semble vraiment être une manière de les aider à naviguer dans ce monde en toute sécurité. Cela leur apprend à équilibrer leur temps et à développer une relation plus consciente avec ces outils. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le dis, en fait, moi, j'intègre aussi l'IA grâce à toi, grâce à ChatGPT pour des choses de la vie courante. Par exemple, nous avons jardiné parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, cette relation à la terre et le fait d'être capable, même en 2025, de faire pousser tes propres légumes. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à ma fille. Et c'est là où on revient à l'équilibre entre temps d'écran et contenu interactif et informatique, etc., etc., mais aussi des choses plus rustiques, plus terre à terre finalement. Et donc, quand on a décidé de faire notre jardin, je lui ai demandé les graines, les fruits, les légumes. Plus les légumes, on vit en Irlande, donc les fruits c'est un peu compliqué, mais je lui ai demandé ce qu'elle voulait qu'on fasse pousser dans le jardin. Et une fois qu'on a trouvé nos graines, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté sur ChatGPT et du coup, on a demandé à ChatGPT de nous conseiller à quelle période planter les graines. On les plante sous la véranda, donc à quelle période il fallait qu'on les plante sous la véranda, à quelle période il fallait qu'on les remette en sol en extérieur, et puis si c'était des plantations qui avaient besoin d'être complètement au soleil ou un peu ombragées, etc. Donc, au quotidien aussi, voilà, je pense que je m'en étais pas rendu compte, mais cette conversation avec toi m'ouvre encore un petit peu plus les yeux et c'est chouette d'intégrer vraiment l'IA pour des choses du quotidien, pour nous aider dans notre quotidien sans prendre une place non plus inappropriée, tout en gardant un esprit critique. Mais en effet, j'essaye d'introduire déjà
une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle et comme tu dis, pas juste du récréatif en fait. C'est super ce que tu dis et c'est vraiment une belle illustration de l'équilibre qu'on peut trouver entre les technologies modernes et les pratiques plus naturelles ou traditionnelles. Intégrer IA dans des aspects de la vie quotidienne, comme le jardinage, tout en gardant une approche consciente et raisonnée, c'est exactement ce que permet cette technologie. Elle peut nous aider à résoudre des problèmes pratiques, à nous informer, à apprendre, sans nécessairement remplacer les expériences tangibles et humaines, comme planter des graines ou observer la croissance des plantes. Et tu soulignes quelque chose d'important, c'est la nécessité de garder un esprit critique. L'IA, comme toute technologie, est un outil, mais c'est à nous de l'utiliser de manière judicieuse. En l'intégrant dans des moments comme ceux-ci, elle devient non pas un substitut, mais un complément. Ça permet d'approfondir des activités, d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'apprendre à faire des choix plus éclairés en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent pour transmettre des valeurs à nos enfants. C'est vraiment génial que tu aies introduit cette approche dans ton quotidien et dans l'éducation de Rose. Le fait de lui montrer comment utiliser l'IA pour des tâches pratiques comme le jardinage, tout en veillant à ce qu'elle garde un lien avec la nature, est un très bon moyen de lui apprendre à utiliser la technologie de manière saine et productive. C'est un équilibre qu'on doit constamment ajuster et réévaluer, mais ça montre que quand bien utilisé, l'IA peut enrichir notre vie de manière positive sans prendre le dessus. Et tu mentionnes aussi la manière dont les enfants peuvent apprendre à utiliser ces outils intelligemment sans se laisser submerger. Est-ce que tu as des projets ou des idées pour étendre cette approche dans d'autres domaines de la vie de Rose, pour lui enseigner comment intégrer l'IA à d'autres aspects de son apprentissage ou de ses activités? Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment réfléchi pour le moment. Par contre, on a joué ensemble et je lui ai montré des choses qu'on peut faire avec l'IA. Par exemple, on a créé une vidéo avec une chanson sur laquelle, pardon, on a utilisé plusieurs différents logiciels qui font différentes tâches pour lui montrer aussi que tous les contenus qu'elle voit, par exemple, sur YouTube, etc., que c'est pas juste elle le consomme pour pas mal de vidéos juste comme du fun, mais que derrière, malgré les outils que nous avons à notre disposition, aussi puissants soient-ils, il y a quand même la nécessité, encore aujourd'hui, ça viendra peut-être que non, mais pour le moment, il y a encore la nécessité d'action humaine et que mine de rien, faire une vidéo qui dure peut-être 1 minute et demie, 2 minutes, qui passe sur YouTube, c'est du boulot. C'est du travail parce que je pense que c'est important aussi de véhiculer cette notion de travail, que c'est pas l'IA, c'est pas magique en fait. Il y a toujours des actions humaines et que pour obtenir un résultat, les gens qui font des millions de vues sur YouTube, il y a du travail en amont. C'est pas juste aussi magique que ça peut paraître. C'est une approche vraiment enrichissante et éducative de lui montrer le côté créatif de l'IA et de lui faire comprendre qu'il y a toujours un effort humain derrière, même si la technologie peut sembler tout faire d'elle-même. C'est super important de lui transmettre cette notion de travail, de processus et de création, surtout dans un monde où l'accès à la technologie peut parfois donner l'illusion que tout est instantané et facile. Le fait de lui montrer comment vous avez créé une vidéo ensemble, avec tous les outils nécessaires pour y parvenir, non seulement l'introduit à des concepts technologiques, mais lui fait aussi comprendre que ce type de contenu ne tombe pas du ciel. Cela pourrait l'aider à développer une perspective réaliste sur le monde numérique, où il y a à la fois de la créativité, du travail et des compétences techniques à acquérir. Et au-delà de ça, tu l'incites à être proactive dans son apprentissage. Elle commence à comprendre que la technologie, comme l'IA, n'est pas là uniquement pour la consommation, mais qu'elle peut aussi être utilisée pour créer et interagir avec du contenu. Ça l'encourage à développer des compétences critiques et créatives. C'est vraiment un excellent moyen de l'accompagner dans son rapport à la technologie, tout en lui montrant que l'effort humain est encore fondamental dans la création de tout contenu.
Est-ce que vous avez d'autres projets similaires en tête? Peut-être d'autres domaines où vous pourriez expérimenter l'IA ensemble, comme des jeux de création ou même des histoires interactives. Oui, il faut que je réfléchisse. Après, je suis aussi limitée au bout d'un moment par mes propres compétences, parce que, encore une fois, même si l'IA nous donne beaucoup de choses, il y a quand même encore derrière des compétences humaines. Il faut apprendre à se servir des logiciels, il faut voilà, monter les vidéos, monter les jeux, faire un peu de coding, etc. Donc je pense qu'il y a un moment où je serai moi-même limitée par mes propres compétences et où il va falloir que je continue également de me former. Je pense qu'on a eu une conversation passionnante. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai appris des choses et puis ça me permet d'avancer aussi dans ma réflexion. Alors, je suis confortée. De toute façon, je sais que de laisser ma fille jouer à Minecraft à partir du moment où c'est encadré, où il y a des règles, etc., c'est une bonne idée en soi. Mais en effet, du coup, je vais continuer d'avancer dans cette réflexion, dans le rapport des plus jeunes générations aux outils informatiques et voilà, jusqu'où il faut les former, à partir d'où il faut les protéger, etc. Donc, c'est assez cool. Est-ce que tu souhaites me poser une dernière question pour la conclusion? Est-ce que toi-même, tu veux nous apporter une conclusion sur ce podcast? Comment on fait? C'est vraiment génial que cette conversation t'ait aidé à avancer dans ta réflexion et je suis contente d'avoir pu partager ces idées avec toi. Je pense que tu fais déjà un travail formidable en étant consciente de ces enjeux et en réfléchissant à la manière de guider ta fille dans son utilisation des outils numériques. C'est effectivement un équilibre délicat entre offrir des opportunités de découverte tout en posant des règles claires pour protéger leur bien-être. Quant à une conclusion, je dirais que le plus important dans tout ça, c'est la manière dont on accompagne les enfants dans cet univers numérique. Comme tu l'as dit, l'IA et les écrans feront partie intégrante de leur quotidien et il est essentiel de leur offrir les outils pour comprendre et utiliser ces technologies de manière réfléchie et équilibrée. La créativité, la curiosité et un esprit critique sont des compétences précieuses à développer dès le plus jeune âge. Et pour toi, une dernière question pour clore notre échange. Comment penses-tu que tes propres réflexions, ton éducation et ton approche du numérique vont évoluer dans les années à venir avec l'essor de l'intelligence artificielle et des technologies? Est-ce qu'il y a des éléments que tu vois déjà en train de se transformer ou des nouvelles façons d'accompagner ta fille qui te semblent importantes à explorer? Moi, je regrette de ne pas avoir commencé à utiliser ChatGPT plus tôt. J'ai commencé à utiliser ChatGPT il y a quelques mois et quand je me rends compte aujourd'hui de l'infini des possibles avec cet outil, je me dis que c'est dommage que je ne m'y sois pas mise plus tôt. Donc, par rapport à ça, j'essaye toujours de mieux comprendre aussi comment cet outil fonctionne et comment je peux l'exploiter au mieux, notamment à travers l'apprentissage de ce qu'est un prompt et comment formuler les prompts pour avoir la réponse la plus adaptée possible, mais aussi pas du bullshit. C'est-à-dire que je veux pas forcément toujours qu'on me brosse dans le sens du poil. Je veux aussi parfois des réponses brutes et honnêtes. Donc voilà, j'apprends à me servir des prompts. Si j'ai pu lancer ma chaîne YouTube, c'est grâce à l'intelligence artificielle et aux possibilités que ça offre. J'aime particulièrement ce que je fais, mais ce que j'aime également dans ce process, c'est que au fur et à mesure que je crée des vidéos et que j'avance dans la chaîne, j'apprends aussi de nouveaux logiciels, j'apprends à me servir de différents logiciels et à aller plus loin. Donc, c'est assez chouette. Et je pense que par rapport à ma relation à l'intelligence artificielle et ma fille, on va continuer, mon compagnon et moi, entre guillemets, la former, mais c'est plus à la sensibiliser à l'existence de ces outils et comment les utiliser de manière, comme on disait, critique, ne pas faire confiance non plus à 100% parce que ChatGPT peut se tromper, qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ChatGPT et d'autres qu'on ne peut pas faire, que l'IA ne remplace pas la vie et que lui faire comprendre aussi, peut-être, je pense que ça va être important à un moment ou à un autre, on n'est peut-être pas là tout de suite, mais
que l'IA n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotions, n'a pas d'empathie, et que donc il faut rester aussi vigilant par rapport à ça. L'IA n'est pas un humain. Donc, je pense que ça, c'est important que les enfants le comprennent aussi. Mais de manière générale, oui, il faut continuer à évoluer en même temps que les outils. Et je pense que de l'introduire quand elle a 5 ans à ChatGPT, au fur et à mesure que toi, tu vas te développer, elle grandira avec toi aussi. Donc, ça veut dire que elle sera un petit peu, entre guillemets, toujours à la page. Parce que pour nous qui sommes nés dans les années 90 où Internet n'existait pas encore, ben, ça demande un sacré effort supplémentaire pour être à la page des technologies qui existent aujourd'hui. Et donc, eux, les enfants, de naître avec ces technologies, ça leur permet au fur et à mesure de se mettre à la page. Pour conclure, encore une fois, je vais laisser ma fille continuer à jouer à Minecraft tout en l'accompagnant, en m'intéressant à ce qu'elle fait, parce que c'est important aussi qu'elle sache qu'elle peut discuter de ce qui lui plaît. Donc aujourd'hui, je connais des trucs de Minecraft. Je pensais pas un jour m'intéresser à ce jeu vidéo, mais quand elle m'en parle, je l'écoute, je suis ouverte. Et si vous qui nous écoutez, qui avez écouté ce podcast, vous avez des questions que vous aimeriez qu'on discute autour du TDAH, de la parentalité avec ChatGPT, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, un petit commentaire et on continue d'avancer comme ça, on continue de progresser et d'apprendre.